Deuxième tour, Arthur Rinderknecht, dernier tricolore en lice, s'est bien battu hier soir, mais il a dû s'incliner en 4-7 face au numéro 8 mondial, l'américain Taylor Fritz. Merci Xavier Iacovelli d'être avec nous pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu des Hauts-de-Seine, membre du groupe RDPI. Ce sont les sénateurs de la majorité présidentielle. On va commencer par l'actualité politique de la semaine. C'est cette PPL du groupe Lyot qui a donc été examinée à l'Assemblée nationale. Mais en commission, il a été voté la suppression de l'article principal qui visait à revenir sur la retraite à 64 ans. Est-ce que cette victoire de courte durée, est-ce que ça pourrait être une victoire de courte durée pour la majorité présidentielle qui pourrait conduire à une crise institutionnelle ? Je pense que c'est déjà bien de rappeler que le texte a été voté et que la suppression a été votée par les députés de la majorité, mais aussi de certains de l'opposition. Et donc, quand certains appellent à un déni de démocratie le fait qu'il n'y ait pas eu de vote, qu'on empêche les députés de voter, preuve en est qu'en commission, les députés ont pu voter, ont pu s'exprimer. Et la NUP, et plutôt la LFI même particulièrement, est un peu un comportement d'enfant gâté, c'est-à-dire que lorsqu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils font du bruit, de l'obstruction, ils déposent 1000 amendements parce que le résultat du vote ne leur convient pas. Et donc on est bien loin des révolutionnaires de 1789. Qui n'ont pas été examinés, du coup, c'est sous amendement. Ça a été la décision notamment de la présidente de la commission. La NUP dit que la majorité met la démocratie en danger. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Mais ce qui met en danger la démocratie, c'est l'obstruction organisée, systématique, qui empêche en fait d'avoir le débat et qui empêche de faire ce que les députés et les sénateurs ont comme mission, c'est-à-dire de voter la loi. À partir du moment où on est élu parlementaire, on doit être là pour faire la loi, pour écrire la loi et pour la voter in fine. La multiplication des obstructions organisées par LFI ne fait que bloquer la démocratie, et ça, c'est un vrai déni de démocratie, effectivement. Mais alors du coup, parce qu'il y aura l'examen en séance le 8 juin prochain, Charles de Courson, qui est le rapporteur du texte, a déjà dit qu'il redéposerait l'amendement pour revenir sur la retraite à 64 ans. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout et ne pas brandir l'article 40 ? Mais moi, vous savez, il y a un principe qui peut particulièrement énerver les parlementaires, et j'en ai fait les frais longtemps, c'est cet article 40, effectivement, qui fait qu'un parlementaire ne peut pas aggraver la dette de l'État, ne peut pas créer une charge supplémentaire sans avoir de financement, sans le gager en face. C'est insupportable quand on est parlementaire parce qu'on a l'impression d'être bloqué, mais c'est aussi protecteur pour nos finances publiques et donc, in fine, pour les contribuables français. Donc cet article 40, Charles de Courson, il ne le découvre pas. Ce n'est pas un article qui débarque depuis Emmanuel Macron. Il a toujours été là dans notre Constitution. Et Charles de Courson, ça fait 30 ans qu'il est élu député. Donc il connaît parfaitement, et il était d'ailleurs garant des finances publiques pendant 30 ans, donc il connaît parfaitement cet article de notre Constitution. Donc oui, effectivement, quand il a fait cette proposition de réintégration, il le finance, il le gage par quoi ? Par l'augmentation du prix du tabac. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut être transparent aussi avec les Français, si on suivait la logique de Charles de Courson et du groupe Lyot, ça veut dire que le paquet de cigarettes monterait à 700 € le paquet. Je pense que c'est peu réalisable. Mais 700 €, le prix du paquet de cigarettes. Donc je pense qu'il faut être aussi un peu cohérent avec la réalité et avec l'incompréhension, le côté incompréhensible de cette proposition. Mais l'opposition vous dit, mais vous aussi, la majorité, vous déposez des propositions de loi qui sont gagées sur la taxe tabac, qui sont aussi coûteuses pour les finances publiques. Ils ont pris l'exemple notamment de la PPL sur le bien vieillir. Pourquoi ce qui pourrait marcher pour vous ne marcherait pas pour vous ? Parce que, encore une fois, les seuls qui sont en capacité de lever le gage, donc le financement, c'est le gouvernement. Il n'y a que dans la Constitution, seul le gouvernement peut aggraver la dette, créer une dépense supplémentaire. Il n'est pas inédit que le gouvernement lève le gage sur un certain nombre d'amendements ou de propositions, y compris venant de l'opposition, parce que ça va dans le bon sens et ça va dans une amélioration du service aux Français. Là, on ne peut pas dire que ce soit le cas. On va parler de l'actualité de cette semaine au Sénat. La commission d'enquête sénatoriale a poursuivi ses auditions sur le fonds Marianne. On fait le point avec Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Oriane, bonjour Xavier Iacovelli. Bonjour. Et Quentin, cette semaine au Sénat, les représentants de 2 associations bénéficiaires du fonds Marianne et sous le feu des critiques étaient auditionnés et leurs représentants étaient bien à la peine au moment de justifier de leur utilisation de ce fonds. Voilà, ces 2 associations étaient les principales bénéficiaires du fonds Marianne avec chacune plus de 300 000 € de subventions. On rappelle, le fonds Marianne, lancé en avril 2021 par Marlène Schiappa, visait à créer des contenus
pour défendre la laïcité sur Internet après l'assassinat terrible de Samuel Paty. La première association s'appelle l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire. On voit son président, son représentant qui était reçu au Sénat hier. En fait, c'est une vieille association qui a été créée à la fin du 19e siècle, qui semblait presque même inactive jusqu'à ce qu'elle touche des subventions de ce fonds Marianne. Elle avait par exemple en 2020 seulement 50 000 € de budget et 5 adhérents. Mais fait étonnant, c'est le cabinet de Marlène Schiappa qui aurait proposé à cette association de candidater pour bénéficier du fonds Marianne. Alors à quoi lui ont servi les 350 000 € de subventions? Il y a bien des vidéos qui ont été tournées, quelques tweets, quelques dizaines ou de centaines de tweets qui ont été réalisés, mais de l'aveu même du comité interministériel qui distribuait le fonds Marianne, le bilan de l'association était maigre. Regardez effectivement ce qu'écrit le comité interministériel sur le bilan de l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation au service militaire. Son projet iLaïc, il a acquis 1700 abonnés au total sur les 3 plateformes Twitter, TikTok et Instagram, avec 500 publications au total. Et de l'aveu même du comité qui distribue le fonds Marianne, malgré une stratégie de publication régulière, l'engagement en ligne a été très faible. Ce qu'on en a compris en fait avec ces auditions mercredi, c'est que la subvention du fonds Marianne a surtout servi à financer les salaires des dirigeants de l'association. Écoutez cet échange entre le rapporteur de la commission d'enquête du Sénat et le président de cette association. Vous expliquez que les charges de personnel, qui pourtant sont réduites par rapport à l'ambition initiale de 6 à 2,5 équivalents temps plein, que les charges de personnel pèsent aussi lourd, près de 80% dans votre budget. On était, et c'est tout ce dont je vous ai parlé au départ, la dénaturation du projet au départ, c'est qu'on était arrivé à un seuil critique. Donc je vous suis sur la réduction du nombre de personnel, etc., quand effectivement on n'a pas tous les budgets, mais là, nous étions plus que l'équipe minimum. Voilà, ces échanges sont révélateurs des dérives de cette association selon les sénateurs que nous avons interrogés. Écoutez à notre micro Daniel Breuiller, sénateur membre de la commission d'enquête. Il parle de République des copains avec ce qui s'est joué autour de cette association. L'essentiel de cette subvention, 77% en salaire, mais pour l'essentiel, salaire entre M. Sifawi et le président. Donc 2 personnes prennent la subvention et la production est assez faible. Et comme ces 2 personnes ont été choisies dans une connivence, disons, plutôt que sans doute sur un discours, sur une parole qui séduisait le cabinet de la ministre, peut-être la ministre elle-même, mais sans qu'on puisse avoir la preuve de leur compétence sur les réseaux sociaux. Je précise que Mohamed Sifawi, le responsable éditorial de cette association, devait être également reçu mercredi. Il n'était pas présent pour des raisons médicales, mais les sénateurs vont demander à l'entendre dans les prochaines semaines. Première question, Xavier Iacovelli. Daniel Breuiller qui parle de République des copains, notamment spécifiquement sur ces 350 000 € de subventions pour cette association. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Moi, je réponds déjà que je salue l'initiative des parlementaires. Moi, je ne remets jamais en question les pouvoirs du Parlement. Je pense que c'est salutaire que le Parlement et en particulier le Sénat puissent monter une commission d'enquête. Cette commission d'enquête, ça doit être une commission d'enquête qui doit être neutre, qui doit faire la lumière effectivement sur ces sujets. Ça ne doit pas être une commission politicienne. Et c'est peut-être les dérives parfois qu'il peut avoir. C'est le cas là, selon vous ? Je ne dis pas ça. Non, je salue la décision de monter cette commission d'enquête pour faire la lumière sur l'utilisation de ces fonds. Et il y a d'ailleurs une instruction judiciaire qui a eu lieu, qui a été lancée. Moi, je ne suis pas juge et je ne suis pas non plus membre de cette commission. J'attends juste d'avoir effectivement le rapport et le rapport d'instruction aussi de cette instruction judiciaire pour faire toute la lumière sur l'utilisation de ces fonds. S'il y a eu des dérives dans l'utilisation de ces fonds publics, il faut effectivement le condamner. Mais encore une fois, attention que ça ne soit pas une montagne qui accouche d'une souris. Une deuxième association, Quentin, était auditionnée mercredi ? Oui, elle visait à produire des contenus qui étaient beaucoup plus politiques, effectivement. C'est une association qui a été montée, je crois, 3 mois avant le début de son activité avec ce fonds Marianne. Des associations qui publient des contenus politiques, mais financés par un fonds qui doit lutter contre la laïcité. Est-ce que ça vous pose problème ? Mais moi, ça me pose problème, et ça me pose problème dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'on voit effectivement un certain nombre de dérives
arrive, de même certaines communes. Je pense d'ailleurs à la ville de Paris qui finance également une association qui prône la désobéissance civique. Je pense que c'est ce sujet-là, effectivement, les fonds publics ne doivent pas être utilisés à des fins partisanes ou en tout cas pour prôner la désobéissance civique. Donc oui, je suis d'accord avec vous, il faut faire la lumière et il faut condamner ce qui ne va pas dans l'intérêt général de l'utilisation des fonds publics. Marlène Schiappa, elle a très vite renvoyé vers le préfet Christian Gravel qui dirige le comité qui a distribué le fonds Marianne. Au fur et à mesure des auditions, on a l'impression qu'en fait, le cabinet de Marlène Schiappa avait quand même beaucoup de responsabilités dans le choix des bénéficiaires de ces subventions. Est-ce que c'est problématique que ce ne soit pas l'administration qui décide de qui est-ce qui bénéficie des fonds, mais un cabinet qui est dirigé par des personnalités politiques ? C'est peut-être, encore une fois, moi je ne suis pas membre de la commission, donc je ne peux pas juger des différentes auditions. Ce que je viens d'expliquer. L'idée, bien sûr, moi je préfère que ce soit l'administration et que ce soit généralement un préfet qui prenne en charge. Après, il n'y a pas de sujet Marlène Schiappa, il n'y a pas de sujet du cabinet. Il est question de me faire la lumière sur l'utilisation de ces fonds. Est-ce que ces fonds ont été utiles pour lutter contre la radicalisation et pour promouvoir la laïcité, oui ou non? C'est ça, en fait, mais est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un sujet Marlène Schiappa? On verra. Pour l'instant, il y a une instruction judiciaire. La ministre n'est pas mise en cause directement. Elle s'est expliquée. Elle sera auditionnée, je crois, par la commission la semaine prochaine. Donc la justice ne peut pas mettre en cause la ministre. C'est la Cour de justice de la République qui peut le faire. Tout à fait. L'instruction judiciaire va faire la lumière. Même si elle ne remet même pas en cause la ministre, elle va faire la lumière sur l'utilisation de ces fonds. Merci Quentin. Merci. On suivra ces auditions la semaine prochaine. Absolument, on suivra ces auditions autour du fonds Marianne, c'est passionnant. Et vous revenez dans le club quand même. Voilà, tout à l'heure. On va parler sur la proposition de loi Lyotte. Le feuilleton de la semaine. Le feuilleton de la semaine. À tout à l'heure, Quentin. On va parler de votre actualité au Sénat, Xavier Iacovelli, puisque vous avez déposé une proposition de loi pour supprimer le délai de prescription en cas de violence sexuelle sur un mineur. Avant de parler du fond de votre texte et de ce que contient le texte, est-ce que c'est d'abord un message aux victimes que vous voulez adresser, une manière de libérer leur parole? C'est avant tout un message aux victimes. C'est faire en sorte que les victimes comprennent que, quel que soit l'âge où ils décident de parler, où ils arrivent enfin à libérer la parole, l'État, l'institution, la République sera toujours là, à leur écoute, pour les accompagner et pour faire en sorte que, si tant est que ça soit possible, elles puissent se reconstruire. Et donc, on voit bien que les remontées de terrain que nous avons montrent qu'on arrive à libérer la parole, parfois, quand on est grand-parent soi-même. Et donc, généralement à plus de 60 ans. Donc on voit bien que le délai de prescription actuel, qui est déjà assez long, mais 30 ans à partir de 18 ans, il a... C'est 30 ans pour un viol et 10 à 20 ans pour une agression sexuelle. Il a nettement évolué sous le quinquennat du président Macron. Mais pour vous, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'en fait, il y a cette histoire de couperet de l'âge qui peut bloquer et qui est une deuxième violence en fait pour les victimes. Il y a la première violence qui est forcément l'acte en soi, et la deuxième violence, c'est quand l'institution dit Madame, Monsieur, vous n'êtes pas une victime parce que vous n'avez pas parlé assez tôt. Et donc, il n'y a rien de pire, en fait, pour une victime, quand elle a le courage, quand elle arrive enfin à libérer la parole et que les traumatismes lui permettent, malgré tout, la sortie du traumatisme lui permet de prendre la parole. Il n'y a rien de pire que l'institution puisse rejeter cette demande. Donc oui, effectivement, la suppression du délai de prescription pour les viols et violences sur mineurs me paraît indispensable. Et il y a aussi un autre élément qui est important, c'est la non-dénonciation, la non-révélation de ces actes qui a nettement évolué sous le précédent quinquennat en 2021 notamment, où on est passé entre 10 et 20 ans pour le délai de prescription. Je rappelle qu'il était à 4 ans. Et donc, on a par contre un besoin de clarifier ces délits de non-dénonciation. Vous voulez durcir les peines aussi cas de non-dénonciation. Je veux durcir, je veux déjà faire que tout soit aligné sur 20 ans de prescription, sur la non-dénonciation, la non-révélation d'un acte de violence. Vous vous rappelez, c'était... Aujourd'hui, c'est 4 ans la peine pour non-dénonciation. Ça a évolué en 2021. Ça a évolué en 2021 entre 10 et 20 ans. Moi, je veux tout mettre à 20 ans. Et notamment, c'était suite à l'affaire Barbarin pour non-dénonciation des actes commis dans l'Église. Je rappelle, c'est environ 330 000, les estimations, c'est 330 000 jeunes mineurs qui ont été agressés sexuellement dans l'Église. C'est à peu près 13 jeunes par jour depuis les années 70.
C'est énorme. Et donc, et ça, ce n'est que dans la partie Église. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai sujet qui a été dénoncé régulièrement. Et donc, il y a aussi une responsabilité de ceux qui ne dénoncent pas et qui ne révèlent pas ces actes de violence sexuelle sur mineurs. Sur l'imprescriptibilité, alors c'est contesté par certains avocats, par la chancellerie. Est-ce que vous êtes sûr que ça va passer et est-ce que vous êtes sûr que c'est constitutionnel d'élargir l'imprescriptibilité? Le Conseil d'État, oui, c'est pas facile à dire. Le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel avaient déjà émis un avis sur la capacité du gouvernement à supprimer un certain nombre de délais de prescription. Donc ça, on a déjà le fait constitutionnel sur le fait que c'est possible. Ensuite, il y a un choix politique. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi écouter les Français. On nous demande toujours d'écouter les Français. Les Français, aujourd'hui, ne supportent plus l'impunité qu'on peut avoir, que certains auteurs peuvent avoir sur, justement, ces violences sur mineurs. Il n'est pas question d'aller jusqu'à la peine de mort. J'entendais certains détracteurs qui disaient si on écoute ça, on peut aller jusqu'à la peine de mort. La question est de dire il n'y a pas d'impunité sur les violences et les viols sur mineurs. Et donc oui, il faut évoluer, la chancellerie doit évoluer et notre droit doit évoluer, il a toujours évolué et la question de l'imprescriptibilité n'est pas inconstitutionnelle. Et surtout, il faut regarder autour de nous, on est toujours en train de nous comparer avec d'autres pays. La Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, ce sont des pays qui ont fait évoluer leur législation dernièrement, c'est-à-dire depuis 2020, il y a tous ces pays qui ont évolué et je ne parle même pas du Royaume-Uni qui traditionnellement n'a pas de délai de prescription pour les violences sur mineurs. Mais les Français, ils dénoncent aussi les lenteurs de la justice, peut-être parfois un manque d'écoute, peut-être parfois aussi un certain laxisme. Est-ce que c'est pas aussi là-dessus qu'il faut travailler? Mais c'est un autre volet. La rapidité et l'exécution des peines, ça c'est un travail que le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, mène depuis qu'il est garde des Sceaux. Et pour le coup, on met les moyens nécessaires, l'augmentation des budgets pour pas ralentir, mais justement accélérer les procédures. Mais c'est autre chose. Là, moi, ce que je veux, c'est que la justice ne soit pas seulement tournée sur les auteurs, mais soit tournée aussi vers les victimes. Et que la justice soit... Vraiment écoutée aujourd'hui. Eh ben non, justement, c'est d'ailleurs pour ça. C'est pour ça que moi, je veux que la justice puisse dire aux victimes, nous serons là, quel que soit le moment où vous prendrez la parole et vous déciderez de libérer la parole. Et c'est ça, moi, je souhaite une justice qui soit réparatrice et qui accompagne les victimes et qui ne soit pas seulement uniquement tournée sur les auteurs. Vous êtes optimiste sur... Elle sera examinée à l'automne, à la rentrée, a priori. Elle est assez transpartisane, vous êtes optimiste sur ce? Oui, elle est transpartisane, elle a été co-signée par des collègues d'Horizon, du groupe des Indépendants, par certains de l'Union centriste, des Républicains également, et je sais que même si traditionnellement ils ne signent pas de propositions de loi d'autres groupes, je sais que sur les rangs de la gauche, il y a aussi des forts soutiens sur cette proposition. Donc oui, j'ai bon espoir qu'elle puisse passer, si tant est qu'on puisse l'inscrire à l'agenda du Sénat. On va voir l'actualité dans nos régions. On va aller du côté d'Aurillac, retrouver Pierre Reynaud. Bonjour Pierre, merci d'être avec nous, directeur départemental de l'édition du Cantal au journal La Montagne. Pierre, on va parler d'un tout autre sujet avec vous. On va parler du train de nuit entre Paris et Aurillac. C'est pour bientôt, mais pas forcément comme vous le souhaitez. Oui, bonjour à tous. Oui, alors juste pour contextualiser, Aurillac, c'est considéré comme la préfecture la plus enclavée de France. Donc elle bénéficie à ce titre d'une liaison aérienne qui est largement subventionnée par l'État par des rotations quotidiennes vers Paris. Pour un aménagement du territoire plus harmonieux, Jean Castex, quand il s'était déplacé en 2021, avait annoncé le retour du train de nuit à Aurillac pour 2023-2024. Le retour, il est acté. On l'a appris en fin de semaine dernière. Il est acté pour le 10 décembre prochain. Mais ce train ne circulera uniquement le week-end et pendant les vacances scolaires parisiennes. Donc cette orientation a été très mal accueillie dans le Cantal, où on a l'impression d'être traité comme un territoire de seconde zone. Les élus qui avaient salué en 2021 l'annonce de Jean Castex refusent ce train de nuit au rabais avec une vision très parisienne. Ils ne veulent pas d'un train touristique, ont-ils martelé la semaine dernière, mais d'une ligne d'équilibre du territoire. Alors que l'État annonce aujourd'hui sa volonté de renforcer les transports décarbonés, et le ferroviaire en particulier, comment jugez-vous, monsieur le sénateur, ces incohérences du gouvernement ? Allez-y, oui, je ne connais pas particulièrement le dossier
particulièrement du Cantal, mais je pense que il faut quand même saluer que c'est sous ce quinquennat et sous la présidence d'Emmanuel Macron que nous avons réinvesti dans le ferroviaire, nous avons réinvesti dans les petites lignes, celles qui avaient été pendant des années laissées à l'abandon. Et donc, je rappelle que c'est un plan de 100 milliards d'euros d'investissement sur le ferroviaire et sur les petites lignes d'ici à 2040. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle que ce genre de ligne puisse être remise en circulation. Moi, je fais confiance aussi à mes collègues parlementaires et à la concertation qui va continuer pour faire en sorte que les horaires puissent évoluer. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Après, moi, je ne connais pas ni la rentabilité ni l'utilisation réelle de ces lignes et les besoins réels de ce territoire. Pardonnez-moi, mais c'est vrai que moi, je suis dans les Hauts-de-Seine et donc, du coup, plus se concentrer sur la question des transports franciliens. Mais il y a un vrai sujet. En fait, c'est le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est plus de transport collectif, plus de transport propre. Et c'est exactement ce que le gouvernement fait avec ce plan de 100 milliards d'investissements dans le ferroviaire. Merci Pierre Reynaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Aurillac. On regarde la une de la montagne dans son édition du Cantal. Ça parle sport, finale U17 et U19, l'heure de vérité. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Pierre Reynaud d'avoir été avec nous. On va parler des sénatoriales pour terminer puisque les Hauts-de-Seine font partie des départements renouvelables. Vous êtes candidat d'abord, Xavier Iacovelli, à votre succession. Tout à fait. Et est-ce que vous êtes sûr d'être réinvesti par la majorité présidentielle? Parce qu'on sait qu'il y a des discussions entre Renaissance, le MoDem et Horizon pour savoir quelles vont être les listes, quels vont être les candidats. Votre place est assurée? Je suis aujourd'hui investi par Renaissance, par le président de la République, pour mener la liste de la majorité présidentielle dans les Hauts-de-Seine. C'est confirmé, j'ai commencé ma campagne et je suis aux côtés des élus comme je le suis depuis maintenant un peu plus de 5 ans et demi. Et oui, j'ai bon espoir de revenir au mois de septembre au Sénat. Il n'y a pas de problème entre les différentes composantes de la majorité. On entend notamment le nom d'Isabelle Florennes, qui est MoDem, qui était députée, qui a été battue aux législatives et qui convoiterait une place au Sénat. Est-ce qu'il y a des discussions avec elle? Il y a des discussions, forcément. Il y a des discussions avec les partis politiques qui composent la majorité. C'est toujours comme ça dans les investitures. Moi, j'ai bon espoir qu'au niveau national, nous trouvions des accords pour faire en sorte que la majorité présidentielle puisse gagner un maximum de sièges, que ce soit pour Horizon, pour le MoDem ou pour Renaissance. C'est l'enjeu aujourd'hui de ces élections pour le mois de septembre. Après, il y a des particularités départementales. Il y a effectivement des candidats qui ont été battus aux élections législatives qui souhaitent récupérer un autre mandat national. Je n'ai pas connaissance de plus de candidatures que ça, mais en tout cas, moi, la volonté que j'ai et que je mène, c'est de faire en sorte que nous ayons une liste majorité présidentielle unie pour le département des Hauts-de-Seine. Et ce sera le cas, elle sera portée par vous? Elle sera portée par moi et il y aura bien une liste majorité présidentielle. Et vous êtes optimiste sur le fait que vous pourrez garder le siège de la majorité présidentielle? Bien sûr. Je suis optimiste. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Plus généralement, au niveau national, on le disait, effectivement, il y a des discussions entre les trois composantes de la majorité. Est-ce que vous pensez que des accords seront trouvés partout ou est-ce qu'il y aura forcément des divergences? Il y a une volonté des trois partis politiques de trouver un accord large, puisque ça va dans l'intérêt en fait, de chacun des composantes de la majorité présidentielle. Ça va dans l'intérêt de notre majorité dans son ensemble. Et donc oui, il y a des discussions qui durent, mais comme au niveau des législatives, ça avait duré. Il y avait forcément non pas des tensions, mais des velléités de part et d'autre. Et donc, c'est le principe des négociations entre partenaires. Je pense que nous arriverons à trouver d'ici mi-juin ou, allez, on va dire fin juin, pour être pessimiste, un accord global sur l'ensemble des territoires renouvelables. Est-ce que ces tensions, elles ne sont pas aussi nées du fait que Renaissance a automatiquement réinvesti ses sortants, laissant de facto peu de place à la discussion dans les endroits où les sortants étaient là? Alors, peu de place, je ne dirais pas ça. Il y a 12 sortants, il y a 170 sénateurs à renouveler. Je pense que pour le coup, les discussions étaient très larges sur la possibilité de soutenir d'autres candidats sur d'autres territoires. Et le principe un peu général qu'on a aussi mené lors des élections législatives, c'est qu'on soutenait les sortants
qu'ils soient députés ou qu'ils soient sénateurs. Donc il est normal nous puissions soutenir les sénateurs sortant Horizon, les sénateurs sortant en Modem et donc les sénateurs sortant en Renaissance. C'est un principe de base. Après, il y a des discussions effectivement département par département. Les Modem qui siègent à l'heure actuelle dans le groupe UDI, c'est-à-dire dans la majorité sénatoriale, il y a un groupe, les Indépendants, qui regroupe la plupart des sénateurs Horizon, puis il y a le groupe RDPI qui regroupe les sénateurs Renaissance. Est-ce que pour vous, il faut un groupe uni de la majorité présidentielle à partir du mois d'octobre ? Je ne sais pas si c'est utile. Ce qui est utile, c'est de faire en sorte que nous soyons cohérents avec notre appartenance à la majorité présidentielle et nos choix et nos votes au sein du Parlement. Donc pas forcément un seul groupe. Pas forcément un seul groupe. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une diversité. On ne vient pas de tous de la même famille politique. On a des sensibilités différentes. Et la particularité du Sénat fait que nous pouvons avoir des petits groupes de sensibilités qui nous permettent de porter des projets, mais avec une seule ambition, celle de soutenir le projet présidentiel. Merci Xavier Iacovelli. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. Dans 20 minutes, dans le Club des Territoires, on reviendra sur la bataille politique autour de la proposition de loi du groupe Lyot qui vise à abroger la retraite à 64 ans. Mais d'abord, on va parler de la guerre en Ukraine avec les deux invités qui nous rejoignent tout de suite.